Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bonjour. Ils sont en train de digérer, on dirait. C'est la digestion. Je ne sais pas si c'était une bonne heure pour commencer, en tout cas, cet épisode. Mais en tout cas, nous, on est très, très contentes d'être là. Nous sommes contents que vous ayez accepté notre invitation pour venir participer à cet épisode, on va dire, inédit de Parcours. Et avant d'aller un peu plus loin pour démarrer l'activité, nous allons d'abord nous présenter et vous parler un peu plus du programme qui a fait que aujourd'hui on puisse venir à votre rencontre pour faire ce podcast. Donc on est en compagnie, donc j'ai laissé Alia démarrer et lancer cet événement qui est là pour représenter l'institution Expertise France. Merci Alia d'être ici. Merci Saïnabou. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. On est vraiment très très heureux d'être ici à l'université à Lune Diop. Merci de nous avoir accueillis d'ailleurs. Et merci à Sorna et à l'unité cellule entreprise de nous avoir accueillis, d'avoir facilité cet événement. Donc moi je suis Alia Trabelsi, je suis la chef de projet IBACID. Je travaille pour Expertise France. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler du programme IBACID qui a facilité donc l'événement et le podcast Parcours. Donc IBACID c'est pour Investing in Young Business in Africa. Donc c'est investir dans les jeunes entreprises en Afrique. Donc on est un programme qui est financé par l'Union européenne, par l'Allemagne, la France et la Slovaquie et on intervient au Sénégal mais aussi au Togo, au Bénin, au Kenya et en Afrique du Sud. Notre objectif, c'est de renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux. Ça veut dire quoi concrètement et surtout pourquoi on fait ça? Donc, IBACID, c'est parti d'un constat. Le constat ici au Sénégal, comme partout ailleurs d'ailleurs, c'est que l'envie d'entreprendre, elle est là. Le talent, il est là, les idées sont là, mais pour passer d'une idée d'une entreprise qui naît dans une chambre d'étudiants à Bombay à une entreprise qui tourne, il y a un chemin. Et ce chemin ne se fait pas seul, il se fait vraiment avec tout un écosystème. Donc c'est un incubateur qui vous aide à faire votre business plan, un mentor qui vous tient par la main, une institution financière qui accepte de financer une jeune fille de 22 ans, aussi un cadre légal qui protège ces entreprises qui naissent. Donc en somme, tout un écosystème. Et c'est là que IBACID a fait un choix peu conventionnel. Donc nous, on ne finance pas directement les entrepreneurs, mais on appuie les structures qui les accompagnent et qui les renforcent. Donc c'est les incubateurs, les accélérateurs, les institutions publiques, les réseaux, etc. Donc voilà. Donc nous sommes ici parce que cet écosystème-là dont je vous ai parlé, c'est aussi l'université de Bombay. C'est une université qui a fait le choix d'avoir son propre incubateur, ce qui n'est pas évident par ailleurs. L'écosystème, c'est aussi vous, c'est vos idées à vous. Et notre rôle et notre objectif à tous ici, c'est vraiment de vous accompagner à ce que cette idée existe un jour et devient une entreprise qui tourne réellement. Voilà, c'est ça donc le projet IBACID. Peut-être juste avant de finir, je voudrais réellement remercier l'équipe de Smart Ecosystem for Women, Saïnabou, Marina, Edmond et toute l'équipe du tournage, parce que ça fait 1 an là presque, on va bientôt fêter l'anniversaire de Parcours. Et donc, je vous invite à aller écouter le podcast. C'est une très belle aventure qu'on est en train de faire ensemble. Voilà. Bienvenue dans Parcours spécial Bombay. Bonjour Marina. Bonjour Saïnabou. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur un enregistrement particulier pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. Aujourd'hui, nous sommes à l'université Alun Diop de Bombay, donc un enregistrement spécial en public en compagnie des étudiants de cette université.
Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Indoussar, notre première invitée. Bonjour, Seynabou. Bonjour Sorna. Bonjour Seynabou. Merci d'être là avec nous pour cet épisode. Marina, alors, on a un rituel auquel on ne va pas déroger. Je vais d'abord présenter Indou et ensuite, on va lui poser notre question fétiche. Tout à fait. Alors, avant que Marina te pose la question rituelle, Indou, je vais d'abord te présenter rapidement. Alors, Indou vient d'un environnement simple, marqué par les valeurs de travail, de respect et de persévérance. Après un bac en sciences expérimentales, elle s'est orientée vers l'agriculture jusqu'à obtenir un diplôme d'ingénieur des travaux et un master en développement agricole et rural. Aujourd'hui, elle est ingénieure agricole, entrepreneur et CEO de NAS Agro, où elle développe des projets de production, de transformation, de commercialisation, mais aussi d'accompagnement et de consultance. Son ambition, rendre l'agriculture accessible, rentable et innovante, même pour celles et ceux qui n'ont pas de terre. Incroyable. Merci beaucoup, Indou. Quelle belle ambition. Est-ce que ça te représente bien? Oui, oui, C'est toi. c'est moi. Alors, donc on voit déjà à ton jeune âge encore un superbe parcours. Et alors nous, on aime bien aller creuser pour comprendre quel est le chemin qui t'a fait arriver jusqu'à où tu es aujourd'hui. Et on aime bien commencer par la petite fille en toi. La petite fille que tu étais, qu'est-ce qu'elle rêvait de devenir plus grande? J'ai voulu être chirurgienne, Ok. mais j'ai eu des grands-parents qui ont eu des surfaces, des exploitations qui faisaient de l'agriculture. Mhm. Et je me suis dit, puisque je suis jeune, pourquoi ne pas étudier l'agriculture? Donc à quel âge tu voulais être chirurgienne? À l'âge de mes 17 ans, Donc c'est à 17 ans que Oui. tu as fait un bac scientifique, tu avais en tête d'être chirurgienne. Et à quel moment tu as changé d'avis? à l'âge de mes 18 ans. 18 ans, tu as eu le bac Oui, oui. et c'est là où tu t'es dit j'ai plusieurs options. Oui. Tu rêvais d'être chirurgienne. Est-ce que tu sais pourquoi tu voulais être chirurgienne? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de malades autour de moi et je voulais impacter parce que j'ai toujours eu l'idée d'impacter. Et c'est ce qui me suit jusqu'à maintenant. On retrouve beaucoup ça dans toutes les femmes qu'on interviewe, cette envie d'impacter. Mm. Beaucoup avaient aussi une idée de devenir médecin pour soigner les personnes Oui, autour oui. d'elles. Donc tu arrives en terminale, tu passes ton bac et là, tu changes d'avis. Pourquoi tu changes d'avis? Parce que je me suis dit, puisque dans la famille, il n'y a pas de personnes qui peuvent exploiter nos terres, je me suis dit, pourquoi ne pas m'investir dans ça, d'acquérir des compétences et de faire des études pour accompagner les anciens et les jeunes qui sont devant moi. Donc là, tu étais où quand tu as eu ton bac? J'étais à l'ISFAR, je suis sortie de l'ISFAR. D'accord. Et donc là, tu te dis, je m'oriente vers l'agriculture. Oui, Quand tu as eu ton bac où? à Bombay. À Bombay. Donc toi, tu es de Bombay. Oui, je suis de Bombay. Ok. Donc tu as ton bac à Bombay et c'est là que tu viens à l'ISFA. Oui, oui. Et combien de temps tu restes là? Moi, je suis à Bombay de la classe de maternelle Mhm. au master. J'ai fait tout mon cursus à Bombay et je travaille ici. Et alors, est-ce que tu as commencé à travailler en même temps que tes études? Oui, Ou est-ce que tu as d'abord appris avant d'appliquer? Comment t'as fait le switch là? en faisant la formation, j'ai fait pas mal de stages. J'ai aussi travaillé dans des exploitations en dehors des stages où j'ai eu beaucoup d'expérience. Et j'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup souffert aussi. Parce qu'on dit souvent que une femme ne peut pas exercer certains métiers, comme l'agriculture, parce que c'est un métier d'homme, en quelque sorte. Et je voulais briser ces limites.
C'est vrai que souvent on dit ça, c'est un métier d'homme, mais le paradoxe, c'est que quand même les femmes, massivement, elles travaillent la terre au Sénégal. Donc, elles ne la possèdent pas toujours, mais massivement, elles vont travailler la terre. Donc, je pense que ce sont beaucoup d'a priori. Et donc, toi, ça ne te bloque pas. Ça te bloque pas et tu te dis quoi à ce moment-là? Ok, on me dit que c'est un métier d'homme, mais moi, j'ai envie de continuer. Oui, parce que j'ai choisi le métier avec la passion. Je travaille tout le temps, je suis tout le temps sur le terrain. Et malgré que c'est difficile, je ne le sens pas. Je ne sens pas la difficulté, je ne sens pas les obstacles, parce que je suis à l'aise dans ce métier. Est-ce que tu as été accompagnée par ta famille ou qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ton entourage proche? Ils m'encouragent. Ils m'encouragent tout le temps parce que c'est un peu difficile d'être l'unique fille qui est dans un métier spécial. Ils me motivent, ils m'encouragent, ils me donnent des conseils et me supportent. Et à quel moment tu te dis, c'est une passion, certes, mais là, je veux devenir entrepreneur parce que entrepreneur dans le sens vraiment business où je vais exploiter des terres, produire quelque chose, les commercialiser et ensuite avoir en tout cas des revenus que je vais réinvestir parce que c'est ça un peu le cycle voilà, du business. À quel moment tu te dis, voilà, c'est une passion, donc je peux en faire une entreprise? Avant de me concentrer dans la production, j'ai pas mal fait des incubations. Et c'est ce qui m'ont permis à m'orienter et à me réorganiser dans l'entrepreneuriat. Parce que je vendais des jus à l'école, des jus, des mangues tranches. Et c'est ce qui m'ont permis à évoluer. Parce que je me suis dit, je ne vais pas me concentrer sur la production, je vais faire de la transformation, je vais partager mes expériences ou bien je vais partager mes compétences aux jeunes et aux femmes qui sont dans les zones rurales. Donc la première chose que tu as vendue, c'était quoi? Des jus. Des jus à l'école. Et les mangues vertes. Et les mangues tranches, tu as dit? Mangues tranches. Mangue tranche. C'est bientôt la saison. Hein? Donc, et bientôt, c'est trop marrant parce qu'on va voir toutes les rues se transformer avec le njamban de mad et de mango. Et c'est quelque chose. De cette première expérience de vente de jus et de mangue tranche, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as appris dans cette première expérience-là? C'était dans l'école, au niveau de l'école. Je faisais... quand je terminais la fabrication du produit, je le mettais au niveau du groupe. Et après l'achat, j'envoyais des formulaires pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau de la santé, si le sucre est bien dosé, si ils ont une satisfaction au niveau de mon produit. Et c'est au fur et à mesure que je me suis dit pourquoi ne pas sortir de l'école et de continuer. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire dès ta première expérience de vente, tu as cherché les feedbacks des consommateurs. Ça, c'est très rare. Il y a des marques qui sont là depuis très longtemps qui ne le font pas. Et est-ce que ça t'a appris des choses pour améliorer ton produit ou ta façon de vendre? Oui, parce que pour les incubations, on demande est-ce qu'il y a les retours clients. Et je faisais des captures de messages de mes camarades qui me répondaient après l'achat du produit. Et c'est ce qui m'a permis de structurer mon projet, de savoir les clients, les stratégies de vente, la relation qui se trouve entre moi et mes clients et les autres parties. Donc, tu as commencé dans l'école et ensuite tu es sortie. Oui. Toujours avec les jus. Oui. Et qu'est-ce que tu as pu développer par la suite? J'ai aussi fait de la production.
j'ai été dans une zone où je suivais des femmes qui se regroupaient en GIE. Je vois le plus souvent qu'elles ont de l'expérience dans le milieu, mais elles n'ont pas beaucoup de compétences sur les aspects techniques. Et je me suis dit, pourquoi ne pas continuer dans les autres zones, de faire des formations, d'accompagner les producteurs qui ont déjà commencé à faire la production et de continuer mon projet, d'innover. Justement, puisque tu commences à parler de ça, on a dit au début que tu as créé NAS Agro. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça fait concrètement aujourd'hui? Est-ce que ça fait de l'exploitation, ça fait du conseil ou ça fait le tout? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait? Alors, NAS Agro est une entreprise spécialisée dans l'agrobusiness. Nous faisons de la production, de la transformation, des séances de coaching, de l'accompagnement. Et donc, dans la production, aujourd'hui, tu produis quoi comme, en général? C'est quoi le type de production que tu fais? Tout ce qui est produit maraîcher. Maraîchage, ok. C'est quoi la saison pour le maraîchage, là, en ce moment? Il y a quoi? Saison, il y a le piment et le poivron. Et le poivron, c'est ça. Il y en a qui marché des nerfs. C'est bien. Et toujours ici à Bombay. Oui. Et on voit donc tu as cette triple casquette. Malgré ton jeune âge, tu as la production, tu vends aussi ta production, tu fais de la formation et tu fais aussi de la consultance. Donc c'est déjà un super parcours. Tout à l'heure, tu as parlé de difficultés, qu'il y a des moments où ça n'a vraiment pas été facile. Et souvent, on regarde les réussites, mais on oublie que c'est dans les moments pas faciles qu'on apprend beaucoup. C'est les grandes leçons, souvent, sont dans les moments difficiles. Donc, est-ce que tu veux bien partager avec nous quelques difficultés que tu as rencontrées, mais qui t'ont fait grandir? J'ai eu à accompagner des détenus. Ils avaient un espace, ils voulaient faire de la production, mais ils n'avaient pas les compétences et... Je sais que quand on en a parlé, tu m'as dit que c'était quelque chose qui était très important pour toi. Oui. Et on comprend pourquoi ça te rend émotive. Aujourd'hui, enfin, c'est aussi quelque chose dans où l'entrepreneuriat joue un rôle qui est vital, la réinsertion. Parce qu'aujourd'hui, quand on a, comme on dit dans nos sociétés, jar-jar, ce n'est pas une fin de vie en soi, parce que nit ku nek bala ngay wacc coono mun nga dellu si yoon bu jub. Et des fois, c'est aussi juste la vie qui est comme ça. C'est comment dire, la vie qui nous amène dans certaines situations. Mais il n'est pas dit qu'on y reste. Et de la même façon que la société nous punit ou en tout cas sanctionne certaines choses et nous fait mettre dans certaines situations, de cette même manière, la société doit être en mesure aussi d'accompagner la réinsertion et la réhabilitation de ces personnes-là qui reviennent dans la société. Et dans nos prisons au Sénégal, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans cette réinsertion à travers l'entrepreneuriat. Parce que la meilleure façon aussi de se réinsérer, c'est déjà d'être dans la vie active, de gagner dignement sa vie, et de pouvoir justement prétendre, en tout cas, récupérer la place qu'on avait dans la société. Donc, on te laisse continuer dans ça. Donc, tu fais des projets au sein pour les détenus. Et c'est quoi concrètement, en fait? Tu les accompagnes à apprendre le métier ou en fait, ou c'est des gens qui travaillent dans les exploitations? Comment ça se passe? Je les accompagne au niveau de leur espace. Ils font de la production jusqu'à la commercialisation. Je leur forme sur les techniques de base en maraîchage et les techniques de transformation. Mais ça a été une aventure. Parce que étant femme et être
entre les détenus, ça met mal à l'aise. Détenus hommes. Oui, détenus hommes. Parce que j'ai pas encore travaillé avec des détenus femmes. Et la relation que j'ai créée entre moi et eux, ça n'a pas été facile. Parce que je me suis dit, ils peuvent me voir comme une jeune qui est audacieuse, parce que au Sénégal, on voit comme on délaisse les détenus. Toi, c'était important. Pour toi, c'est l'impact. C'est pour ça que tu as voulu le faire. C'est pas juste on t'a proposé un travail, tu es parti. C'est parce que tu as voulu t'occuper de ces gens qui sont délaissés. Donc, c'est ton cœur qui t'a amené là-bas. Oui. Mais par contre, c'était pas tous les jours facile. Non. J'imagine. C'était pas facile. Parce que même ici à Bombay, on disait, pourquoi tu travailles avec ces gens? Est-ce que tu es en sécurité là-bas? Alors que ce sont des personnes comme nous qui ont accepté de m'intégrer et qui ont su faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a des détenus qui sont sortis, qui ont continué à faire de la production. Et c'est impactant. Donc c'est intéressant parce que je te posais la question des difficultés que tu as rencontrées et ça a l'air d'être en même temps une difficulté et en même temps une fierté. Oui, c'est une fierté. Bah, tu peux en être fier. Comme je disais, cette réinsertion, elle est vitale. Parce que ces gens-là, de toute façon, vont retourner dans la société et ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos parents. Voilà, comme on dit, Jomulken. Donc voilà, c'est important de s'en préoccuper. Et du coup, tu as eu les difficultés par rapport au jugement autour de toi, sur ce que tu faisais. Et puis, tu as eu aussi des difficultés à trouver comment travailler et te faire accepter par ces hommes détenus que tu connaissais pas et eux, ils te connaissaient pas. Et finalement, ça a terminé par une grande fierté parce que tu en vois qui, maintenant, ont pu se réinsérer, ont un travail dans l'agriculture. Est-ce que sur ton parcours, tu as connu d'autres difficultés? Est-ce qu'il y a des choses où tu as eu de mal à avancer ou alors tu as fait des erreurs qu'aujourd'hui tu ne referais plus? Alors, j'ai été dans une zone où je travaille avec des hommes, encore des producteurs. Et la manière dont je travaille avec eux, le chef de village m'a convoqué. Il m'a dit, pourquoi tu influences les jeunes femmes? Tu influences comment? Parce qu'il y a eu il y a eu des jeunes qui sont venus pour demander des informations sur comment faire la formation en agriculture. Et il m'a montré que les jeunes qui sont dans le monde rural ne doivent pas avoir accès à la formation en agriculture. Les jeunes femmes? Oui, les jeunes femmes. Parce que l'agriculture, c'est un métier de pauvre. Ah, de pauvre. Donc, oui. C'était par rapport à la statut de femme ou c'était parce que ils avaient l'impression qu'il fallait les emmener vers d'autres directions qui étaient plus nobles, entre guillemets? Les deux à la fois. Parce que non seulement la femme ne doit pas être tout le temps sur le terrain, elle doit être à la maison. Et aussi, elle ne doit pas apprendre l'agriculture. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as répondu à ce chef de village? Je ne lui ai pas répondu, j'ai organisé une session de formation. C'était ça la réponse. Ok. J'ai formé les femmes et leurs enfants, les hommes aussi. Donc, tu as organisé en réponse à ces interrogations, tu as organisé une session de formation gratuite dans le village. Dans le village. Et tu as invité tout le monde. J'ai invité tout le monde. Et maintenant, ces jeunes exploitent leurs terres. Est-ce que tu as reparlé à ce chef de village depuis? Oui, je lui ai demandé, est-ce que tu as de l'argent maintenant? Il m'a dit, ma santé yalla. Bravo. Donc, encore une difficulté
qui se transforme en fierté. C'est ça. Et surtout dans cette époque où l'IA prend beaucoup de place, manger, l'IA ne sait pas encore faire à manger. Donc, et on a tous besoin de manger. Bon, N'est-ce pas? on a des innovateurs dans la salle. Peut-être qu'un étudiant va nous sortir une idée, mais en tout cas, on a encore besoin d'agriculteurs. On a énormément besoin d'agriculteurs et de formation pour effectivement entreprendre mieux en agriculture. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais nous citer que tu as fait, toi, dans ton parcours dans l'agriculture et qui a changé les choses? Où tu es parti de quelque chose qui se faisait depuis très longtemps, d'une certaine façon, et toi, tu as apporté une innovation, et maintenant, ça se passe mieux, plus facilement, ou c'est plus rentable. Est-ce que tu as un exemple? Oui, ici à Bambey, on a des terres, mais qui ne sont pas exploitées. Bien, on fait de l'agriculture hivernale. Et moi, je fais des vidéos à l'intérieur du champ. Je chante, je danse, mais je montre les techniques qui permettent à faire du maraîchage. Et depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, j'ai vu pas mal de personnes à vouloir investir dans l'agriculture. Que ce soit au niveau de leur terrasse, s'ils ont un petit espace, à les exploiter. Donc, ton innovation, c'est en utilisant les réseaux sociaux Oui, et en montrant des techniques simples que les gens peuvent reproduire facilement chez eux, oui, oui, et en chantant et en dansant. en chantant et en dansant. Sur TikTok, j'imagine. Sur TikTok. C'est quoi le nom de la chaîne? Indoussar. Indoussar. Donc, il faut aller chercher Indoussar, qui vous apprend à cultiver les patates, les oignons, les soblets, les pommes de terre, tout en chantant et en dansant dans la bonne humeur. Et vous devenez riche, n'est-ce pas? Oui, oui. Que demande le peuple? Alors, dans tous ces parcours, on voit qu'en fait, il y a des difficultés que tout le temps, qui ne t'arrêtent pas, en fait, que tu surmontes. Qu'est-ce que tu retiens que tu aurais aimé savoir avant, qui peut-être t'aurait fait gagner du temps ou t'aurait fait prendre d'autres décisions, etc. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette aventure? Qu'est-ce que tu te dis, mais franchement, j'aurais dû savoir ça, ou quelqu'un t'a partagé une expérience, tu te dis, finalement, si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait de la même manière. À gérer ma peur, OK. parce qu'au début, je n'acceptais pas de me prendre en vidéo et de le poster au niveau des réseaux. J'étais dans mon coin en train de travailler, de faire de l'entrepreneuriat, mais je me suis dit, s'il y a des personnes qui ont la capacité d'entreprendre et de les montrer aux gens, alors moi, je peux le faire. Et ça a pris du temps parce que j'avais pas confiance en moi en quelque sorte. Je me disais, j'ai le potentiel dans mon métier, je peux faire beaucoup de choses, mais est-ce que le public ou bien ma communauté vont me voir comme une personne qui essaye de partager ses compétences? Mais c'est pas évident, hein. Moi, je serais pas à l'aise d'aller danser et chanter sur une chaîne TikTok. Moi, si. Non, en fait, je pense que tu te rends pas compte de la puissance de ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour reprendre le pouvoir, il faut être là où les gens sont. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Nos grands-mères sont là en train de regarder TikTok. Chacun et chacune consomme le contenu qui l'intéresse. Et on n'arrête pas de dire le TikTok au Sénégal, on fait que chanter, danser. Mais dans ce cas, chantons, dansons et parlons de choses importantes. L'essentiel, c'est que le message passe. Donc, je trouve que c'est hyper innovant d'avoir pris cette approche-là, parce que le chant, la danse va capter l'attention. Et une fois que l'attention est captée, puisque tu délivres des choses qui ont du sens, les gens restent et découvrent des choses. Donc, c'est très puissant. Et
Ouais, comme ce que je comprends, c'est que tu te dis, tu aurais dû faire ça plus tôt. Oui. En même temps, tu es encore jeune et déjà tu as fait beaucoup de choses en si peu de temps. Moi, j'ai envie de savoir comment tu as été accompagnée. Qui est-ce qui t'a accompagnée dans tout ce parcours? Tu as fait des études, mais est-ce qu'il y a eu d'autres types d'accompagnement pour développer ton business? Oui. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait des incubations. J'ai fait des concours de projets aussi pour acquérir de l'expérience et augmenter mon réseau. Parce que je me suis dit, si je reste à Bombay, je fais de l'entrepreneuriat alors que je sors pas, je fais pas des formations, je suis pas Connecté? Oui, ça n'a pas de sens parce que il faut acquérir des compétences, même en dehors de la zone. J'ai fait des concours de projets. Ok. Tu les as trouvés où? Tu as entendu parler où de ces concours de projets? Au niveau à l'université et au niveau de LinkedIn aussi. J'ai fait Orange Corners et le WIC, je crois. Oui, j'ai fait WIC aussi. C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que, par exemple, parce que c'est deux programmes différents, Orange Corner et le programme WIC Academy, qu'est-ce que tu as tiré de particulier que tu as, en tout cas, que tu retiendrais sur chacun de ces programmes? Alors, WIC, c'est pour les femmes. Oui. WIC, on met en valeur les femmes entrepreneurs. Et j'ai beaucoup d'expérience plus que dans Orange Corners que WIC. Parce que avec Orange Corners, on a débuté sur le stade d'idéation. Ils m'ont accompagné, ils m'ont formé et ils m'ont permis de me structurer sur mon projet. J'ai fait en premier lieu Orange Corners, après j'ai intégré la communauté avec les femmes. Ok. Alors, c'est intéressant de voir ce dont tu parles, c'est très important. On se faisait la réflexion il n'y a pas longtemps. On était parti en voyage dans un pays magnifique, le Rwanda, où l'agriculture est roi. Vraiment, tu serais heureuse là-bas. C'est vert partout. C'est extraordinaire. Et tout de suite, ce qu'on s'est dit, mais on a tellement de choses à apprendre d'eux. Et eux aussi, on voit tout ce qu'on peut s'échanger, se partager. Donc, l'ouverture, c'est vital en tant qu'entrepreneur de toujours se nourrir de la même manière que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce dont tu parles, peut-être que il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas entendu parler de Orange Corner ou de WIC Academy et qui vont aller rechercher et trouver des opportunités d'accompagnement. Et aussi, le fait de se faire accompagner nous permet de nous connecter, d'être dans un réseau d'autres entrepreneurs qui est important. Ça nous fait une petite transition pour parler à Sorna. Parce qu'aujourd'hui, le sujet aussi, c'est ça. On est invité par une structure d'accompagnement. Et Sorna, est-ce que peut-être tu peux nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au sein de l'incubateur de l'université? Comment vous accompagnez les entrepreneurs? Alors, la cellule université-entreprise est donc la structure au niveau de l'université qui appuie l'université dans sa politique d'insertion. Donc, je ne me suis pas présentée, je suis Madame Sorna Badem Diakhaté, responsable de la cellule université-entreprise de l'université Alioune Diop. Maintenant, au niveau de la cellule, ce qu'on fait, c'est des formations. On fait des formations en pré-incubation et en incubation. On fait des formations avec nos partenaires, beaucoup de nos partenaires, donc
on organise également des concours d'idées de projets, des hackathons, voilà. Mais la majeure partie, ce qu'on fait d'abord, c'est la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, il va falloir faire intéresser les étudiants à l'entrepreneuriat d'abord, avant de les former carrément. C'est ce qu'on fait au niveau de la cellule Université Entreprise. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à l'entrepreneuriat dans l'école? Oui, parce que on a des success stories. Ce qu'on fait pour les sensibiliser, c'est qu'on invite les porteurs de projets qui sont passés par la cellule ou bien qui sont étudiants au niveau de l'université à l'UNDIOP ou bien même les jeunes de la communauté qui ont été accompagnés par la cellule, que ce soit des femmes ou des jeunes. On fait appel à eux pour des success stories. Et lors des sessions de sensibilisation, on leur fait savoir que c'est une opportunité. On peut bien être emploi salarié, mais puisque l'État, dans sa politique, n'embauche plus beaucoup de jeunes, la meilleure issue, c'est également l'auto-emploi. Et nous, au niveau de la cellule Université Entreprise, donc on essaie tant bien que mal de faire comprendre ça aux jeunes, étudiants comme étudiantes, et puis de les former. Voilà. On organise également des visites d'entreprise pour les propulser et puis pour leur dire que c'est ça la vie. Donc il faut entreprendre, il faut oser. Il faut oser. Et tu as évoqué 2 termes pour vraiment être très, très à terre et faire comprendre ces termes-là. C'est le terme d'incubation, de pré-incubation. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Aujourd'hui, un jeune qui vient toquer à ta porte, que tu lui dis que je vais t'intégrer dans un programme d'incubation ou de pré-incubation, qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là, concrètement? Donc concrètement, la pré-incubation passe de la sensibilisation, donc faire aimer, faire comprendre la nécessité d'entreprendre. Ça fait partie de la pré-incubation. Ensuite, on fait du design thinking et du brainstorming pour voir là où le porteur ou bien même les porteurs de projets veulent y aller, veulent investir. Donc, on fait ça maintenant avec cette formation en design thinking ou bien en brainstorming de projets. On fait des links pour qu'il y ait cette pluridisciplinarité, parce que un projet, par exemple, quelqu'un qui est en santé communautaire peut avoir un projet, on en a eu, et puis par exemple pour le projet Duocare, c'était Duocare à la base, c'était 2 filles qui étaient en santé communautaire. Le projet, ça portait sur la mise en place de plateformes en santé mentale. Donc, quand on dit plateforme, nécessairement, il faut quelqu'un qui s'y connaisse en informatique. Donc, il y a eu, du coup, cette mise en relation avec un autre étudiant qui fait développement web. Et là, c'est maintenant plus Duocare, mais Triocare qui sont en train de mettre en place. Maintenant, on le fait puisque nous, notre université est pluridisciplinaire, on le fait pour chaque type de projet. C'est ça qu'on fait à la base pour la pré-incubation. Donc, on va jusqu'au BMC, jusqu'au business model, et on essaie également de demander aux porteurs de projets de tester, de voir l'empathie. Tout ça fait partie de la pré-incubation. D'aller vers les cibles, de tester, d'aller vers les cibles, de revenir pour voir si le produit est réel, réaliste et réalisable. Et rentable également. On parle toujours de 3R, mais moi j'ajoute la 4e, lettre R, rentable. Oui. Donc cela, c'est dans la pré-incubation. Maintenant, dans l'incubation complète, nous on fait appel en tant qu'incubateur, on fait appel à nos collègues également incubateurs, parce qu'on est dans un réseau d'incubateurs des établissements de l'enseignement supérieur, où tous les incubateurs des universités travaillent. Donc on fait cette mise en relation, et dans l'incubation, on y va jusqu'au levée de fonds. D'accord.
Et alors tout ça se fait en parallèle de tous les programmes d'études qui sont disponibles dans l'université, où il faut être dans une filière spécifique pour avoir accès à l'incubateur. L'incubateur est ouvert à tout étudiant inscrit. Ok. Quelle que soit la filière. Quelle que soit la filière, mais quand on vient, par exemple, en brainstorming, on te dit, on regarde si le sujet ou bien la thématique est vraiment réel ou rentable. Mais l'incubateur est plutôt dans 3 pôles: agro, e-santé ou tech. Ok. Parce qu'il y a quand même d'autres étudiants qui sont, par exemple, au niveau de l'UFR Ecomige, économie, management, ingénierie juridique. Leurs projets, nous, on les met en relation avec d'autres pour qu'ils puissent réaliser. Mais la majeure partie des projets qu'on a, c'est soit dans la santé, dans la technologie ou dans l'agriculture. Alors, on a compris que pour vous, la mission vraiment, c'était de sensibiliser et de faire comprendre que il y a une nécessité quelque part pour leur avenir, nécessité économique de se sensibiliser à l'entrepreneuriat parce que ça peut être une option. Et qu'est-ce que tu vois d'autre en fait par rapport à l'importance de faire cette sensibilisation dès l'université autour de l'entrepreneuriat? Pourquoi c'est important au-delà de ces choses que tu as déjà citées? C'est important parce qu'il y en a beaucoup qui, comme il nous l'a dit, qui n'osent pas, qui ont peur d'entreprendre, qui ont cette notion d'entrepreneuriat de bas âge, parce que la majeure partie, quand on les voit, soit ils ont eu à vendre quelque chose de leur vie, mais non. Cette peur, c'est surtout sociale, des fois, parce que la famille te dit, non, toi, tu as fait des études jusqu'au master, licence ou doctorat, donc il te faut un salaire. Donc, cette peur-là d'entreprendre, nous, c'est un défi pour l'université. Je dirais même pas pour l'université, mais pour l'État du Sénégal. C'est une solution, bien c'est la solution pour que les jeunes puissent trouver du travail. Ouais. Et justement, quand on a échangé pour préparer cet épisode, je crois que Indou, son nom est sorti en premier. Ouais. Hein? Elle dit on cherchait des entrepreneurs à interviewer. Pourquoi en fait justement Indou? Pourquoi tu nous as proposé d'échanger avec elle? Indou, parce que déjà, elle a fait son cursus scolaire de la maternelle à l'université à Bambey. Donc, c'est un Bambeyoise. Une Bambeyoise. C'est un produit 100% du terroir. Du terroir. On peut pas faire mieux. Du terroir. Okay. Et puis, par rapport à sa famille, par rapport à peut-être son papa qui a été le directeur de la scolarité de l'université, elle aurait pu choisir un autre métier que d'entreprendre. Elle aurait pu se dire non, moi je m'arrête, je cherche un travail, je cherche un salaire, mais non, elle s'est dit non, moi je vais être un leader, un modèle pour les habitants de Bambey. Je dirais même pas Bambey parce que elle est originaire de Simal, donc elle fait beaucoup d'activités là-bas. Elle est jeune et c'est une femme, une belle femme. Hein? On la voit tout le temps en blouson, en jogging, en tenue de terrain, mais c'est une belle femme. Hein? C'est une belle femme qui est ambitieuse et qui sait là où elle veut aller. Elle prend ses responsabilités à deux mains. Elle est consciente de ce qu'elle fait et elle veut, elle donne. Elle fait du service à la communauté. On sent l'ambition. Voilà. On sent vraiment la volonté d'impact que tu as depuis petite. Et donc, moi, ça m'intéresse de voir ta vision. Parce qu'on a vu qu'on est parti de la jeune fille qui voulait être chirurgienne et qui finalement s'est dit, mais il y a toutes ces terres de mes grands-parents à exploiter. J'ai qu'à me former dans ce domaine.
On a vu où tu en es aujourd'hui, où tu fais à la fois de la production, de la formation et de la consultance. Et maintenant, c'est quoi ta vision à 5 ans, 10 ans? Où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu vois ton entreprise? Ou peut-être tes entreprises? Alors, je travaille actuellement sur un projet pour permettre à tout le monde d'investir dans l'agriculture. Que ce soit que tu es salarié, tu es en retraite, tu es une femme qui ne possède pas d'espace, mais qui a la capacité de faire de l'agriculture. Ok. Alors, dans 5 ans, 10 ans, je veux permettre à tout le monde, tout un chacun, de travailler dans ce domaine et d'avoir une source de revenus qui vient de la terre. Donc, ça donne quoi concrètement? Si moi, je suis là, je te dis, je suis une retraitée et j'ai un peu de temps, qu'est-ce que tu me proposes concrètement? Je suis en train d'acquérir un espace une très grande superficie où je vais permettre à chacun d'obtenir un petit espace pour travailler, pour nourrir la terre. Et après la récolte, il va pouvoir satisfaire ses besoins. C'est pour de la production personnelle ou c'est aussi, il y a aussi une possibilité de revendre sa production? C'est du business. Donc, il y a une possibilité de revendre sa production. C'est du business, elle l'a dit. C'est ça. Et c'est combien d'hectares que tu essayes d'acquérir? 10 hectares. 10 hectares, ok. Et donc, d'aller sur une exploitation collective de plusieurs personnes qui vont justement venir exploiter ensemble. L'espace va regrouper les ASC, les femmes, les salariés, les retraités. Et les retraités. Et toi, tu vas offrir la formation aussi, et les étudiants. Et les étudiants. Et les étudiants. C'est génial. Tu vas commencer, tu vas les former, Oui. leur fournir les terres et ils vont pouvoir produire et toi, tu seras là aussi pour accompagner. Oui, pour faire le coaching. En tout cas, moi, je me vois dedans. Je me vois dedans. Et Sorna aussi, j'imagine. Et quand tu entends Hindou parler de ça, de son ambition, toi, c'est quoi ton regard par rapport à l'entrepreneuriat des femmes à Bombay ou de manière générale dans notre pays? Alors là, je dirais bravo aux femmes, d'abord. C'est pas facile d'être femme et puis d'être entrepreneur parce qu'on a la famille à côté, on a les préjugés, on a beaucoup de problèmes. Et ce que je dis, c'est que en tant que femme, il faut oser. Et il faut pas se dire que moi, j'aurai un mari qui va m'en tenir ou autre. C'est un conseil que je donne aux étudiantes. N'attendez rien d'un homme. Parce que vous avez déjà vos familles qui ont investi en vous depuis le bas âge. Il faut oser, il faut y aller. Il faut entreprendre en attendant d'avoir un emploi salarié. Maintenant, moi, ce que je dirais en plus de cela, c'est que la dernière fois, j'étais à Sokone pour former des femmes sur la formalisation de leur entreprise. Mais il y a beaucoup de compétences qu'elles n'ont pas. Et il y a donc nous en tant qu'incubateur, on doit y aller, on doit aller les former. Et comme il nous l'a dit, il faut faire du coaching. On va faire du coaching et Hindou également va appuyer l'incubateur dans ce coaching-là pour au moins nous appuyer dans la formation des étudiants. Je l'entends d'autant plus qu'on a tourné un épisode avec une actrice très connue que vous verrez, je ne vais pas le dire maintenant, dans les prochains épisodes qui vont sortir, qui nous partageait que sa grand-mère lui a toujours dit
toujours jéem amal boppam dara. C'est important parce que àdduna dafa gudd tànk. Parce que elle disait que justement son grand-père est décédé très jeune. Et du coup, il fallait nourrir la famille. Le dernier épisode qu'on a sorti, c'est ce que aussi nous a partagé Nogay, qui est une grande entrepreneure dans le milieu de la beauté au Sénégal. Elle aussi, quand on voit son parcours, c'est le parcours d'une jeune fille orpheline très tôt. Il ne s'agit pas toujours de dire l'homme ne pourvoit pas. L'homme juste peut ne pas être là. Et donc, c'est dans ce sens, en fait, qu'on dit que, voilà, lu munti doon, jigéen war na mun a jéemal dara boppam tuuti, parce que njaboot ji, quoi, de toute façon. Donc, on voit en tout cas ton point de vue et il faut qu'elles osent. Et effectivement, ce sont des compétences, tu parlais de peur tout à l'heure, ce sont des compétences qui sont primordiales quand on entreprend. Ouais, il faut oser. Et les exemples que tu as donnés de difficultés aussi étaient hyper intéressants parce que chaque difficulté s'est transformée en fierté. Et c'est dans les difficultés qu'on grandit. Si on reste dans notre zone de confort, on grandit pas beaucoup. Plus on fait des choses difficiles, plus on grandit. Si chacun, on regarde en arrière et qu'on regarde notre parcours, on se dit « Ah oui, j'ai avancé. » Toi, aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à ces jeunes qui sont là en face de nous, qui sont étudiants, qui ont des projets d'entreprise, quel conseil tu leur donnerais? Il faut commencer. Commencer. Commencer par un bout. Commencer. Juste commencer. Et quand on te dit oui, mais j'ai pas de financement, j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu réponds? Il faut commencer petit. On commence avec les moyens du bord. Les moyens du bord. Parce que chaque personne a quelque chose qui lui est propre. Il faut savoir exploiter son potentiel. Et être poli. Être poli? Oui. Alors, j'adore. Non, j'adore. J'attends la suite, mais j'adore déjà. Parce que nous sommes jeunes et pour acquérir de la connaissance et pour avoir certaines compétences, il faut être humble, savoir demander, de poser des questions. Et la femme, elle est un peu modeste. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que si je demande à quelqu'un, est-ce qu'il va pouvoir me répondre? Est-ce que si j'explique mon projet, est-ce qu'il va valoriser ça? Il faut commencer petit et savoir poser des questions, d'être poli et d'être modeste. On voit dans ton parcours, tu t'es formé beaucoup. Tu continues à te faire accompagner quand tu as l'occasion par des programmes ou des incubateurs. Et donc, c'est ça aussi, c'est avoir cette patience d'apprendre, avoir cette patience de commencer petit, de demander quand on ne sait pas et de rester poli pour entretenir des bonnes relations autour de soi. Oui. Parce qu'on fait rien seul. On a besoin des autres. Donc, ouais, effectivement, c'est important. Alors, je pense que il y a quelque chose d'important dans ce que tu dis. Je disais, j'adore la politesse. Ça devient une denrée rare. Je suis désolée. Mais ça fait partie de nos valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on était connus pour ces valeurs, yar ak teggin. Et je pense que c'est des valeurs qui peuvent te porter très loin dans beaucoup de choses. Parce que des fois, tu peux juste rencontrer en fait une personnalité, mais par ta politesse, par ta, en tout cas, comment tu abordes la personne, mu jox la cër. Et ça, en fait, vraiment, il faut vraiment le garder. Parce qu'on le voit, en fait, vraiment disparaître. Et c'est dommage, c'est triste. Donc, j'ai beaucoup aimé que tu donnes ce conseil-là. Et avant de passer à la dernière question, j'aimerais, en fait, si tu regardes dans la salle des personnes peut-être que tu connais,
Si tu avais une injonction à leur donner de quelque chose qu'ils peuvent faire ou en sortant de cette salle, ce serait quoi? Parce que tu parlais de dire, il faut faire les choses. Oui, il faut faire les choses. Nike l'a dit, just do it. Donc, il faut juste faire les choses. Donc, là, aujourd'hui, s'il y avait une action que tu pourrais dire à ces étudiants de faire en sortant de cette salle, ce serait quoi? Donne-leur des devoirs. On est dans le contexte, tout va bien, ça passe crème. Donc, donne-leur des devoirs. Alors, il faut avoir la confiance en soi parce que vous avez beaucoup d'idées, de projets et ne vous sous-estimez pas. Commencez. Commencez. Donc, chacun et chacune ici, là, dites-vous mon projet qui est dans ma tête. Quelle est la plus petite chose que je puisse faire pour commencer aujourd'hui? J'espère que chacun vous notez dans votre cahier. C'est ça. C'est quelque chose, tout à l'heure, Sorna parlait d'incubation et de pré-incubation. Vous allez l'entendre si vous êtes dans ce parcours entrepreneurial où vous vous faites accompagner. Ce qu'ils appellent le minimum viable product, c'est vraiment la forme la plus petite de votre produit. Aujourd'hui, si on veut être KFC, on n'a pas les moyens de KFC, on peut juste vendre du poulet pané au coin de la rue. Donc, c'est vraiment la forme la plus petite de ce qu'on peut faire, tout en gardant la vision extraordinaire qu'on veut que cette idée, en tout cas, devienne. Donc, vraiment, voilà, vous avez noté vos devoirs. Bien. Alors, Marina, cette question rituelle aussi. Voilà, on a une question, parce elle l'a dit, il faut aussi rêver. C'est-à-dire, on commence avec ce qu'on a sous la main aujourd'hui, mais pour aller loin, il faut aussi qu'on rêve grand. C'est hyper important de rêver. Donc, toi, aujourd'hui, si on te donnait une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec cette baguette magique? C'est une baguette magique, tout est possible. Tout est possible. On te donne cette baguette, tu as un vœu, tu peux réaliser une chose. Qu'est-ce que tu fais avec? D'autonomiser les femmes. Tac, la baguette magique, mais elle autonomise les femmes comment? Sur l'agriculture. Okay. Donc un coup de baguette magique et toutes les femmes sont autonomes en agriculture. Oui, en agriculture. Elles font à manger, elles font leur nourriture, elles vendent. Oui, elles vendent et elles satisfont leurs besoins. Est-ce qu'on accepte son coup de baguette magique? On va poser la même question à Sorna, du coup. Si tu avais une baguette magique pour faire tout ce que tu veux, tout est possible, mais pas quelque chose que tu peux faire quand même en faisant quelques efforts. C'est que là, vraiment, il te faut, voilà, le divin qui t'aide un peu. Pour la baguette magique, moi je dirais donc, faire prendre conscience aux autorités, que ce soit universitaires ou étatiques, la nécessité d'accompagner les incubateurs. Parce que avec les incubateurs, surtout universitaires, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de protocoles, et puis les espaces qu'on a ne sont pas tellement exploités. Donc pour cette baguette magique-là, moi je dirais renforcer les incubateurs pour une meilleure auto-emploi de nos étudiants et de nos jeunes. Parce que nous sommes au niveau de l'université, il y a la mission de service à la communauté. Donc on est obligé d'appuyer les jeunes et les femmes de la communauté environnante. Baguette magique égale renforcement des incubateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces baguettes magiques. On va vous laisser peut-être donner un mot de la fin avant de clôturer, toutes les deux. Indou? Alors, je remercie Parcours et Madame Anne aussi, parce qu'elle m'a permis de m'exprimer, de partager mon expérience et mon parcours. Merci beaucoup, Sorna. Donc, c'est des mots de remerciement. Merci à Seynabou, Marina, Alia, et bienvenue à notre ami Karim de Diocolaps qui est là. Qui est dans la salle. Voilà, qui est également une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat et vive l'écosystème.
entrepreneurial du Sénégal. Ah bah bravo, Merci ça c'est un beau mot de la fin. Bon, en tout cas, merci beaucoup Hindou, Sorna, de nous avoir accompagnés sur cette première partie où on a découvert ton fabuleux parcours qui ne fait que commencer. Moi, c'est ça qui est quand même assez impressionnant. Et Sorna pour nous avoir aussi expliqué toute la mission de cet incubateur au sein de l'université et toute l'importance que ça requiert.